Ok. Est-ce que le cancer du prostate est fréquent au Togo ou dans la sous-région? Alors, actuellement, en termes d'incidence, on est à plus de 300 cas par an. C'est beaucoup. Donc, vous voyez un peu que le cancer est vraiment fréquent. Et généralement, c'est un cancer qui est découvert aussi à des stades tardifs. Oui. Et quand qui dit tardif, à un stade où le patient, vous voyez, ne peut pas avoir un traitement curatif. Oui. Donc, d'où l'objet de la sensibilisation et le dépistage qu'on essaie de prôner, surtout en ce mois de novembre bleu. Novembre bleu. Alors, qu'est-ce qui peut causer le cancer de la prostate? Nous ne pouvons que dire des facteurs de risque. Oui. Comme facteur de risque, d'abord, nous avons l'âge. Le sujet âgé, à partir de la cinquantaine, c'est très important de faire le dépistage du cancer de prostate. À quelle fréquence? Généralement, si le PSA, bon, généralement de façon annuelle, la fréquence, elle est annuelle. Ok. D'accord? Et lorsque vous faites le premier dosage, comment on appelle ça, et la fréquence sera fonction du résultat qu'on va trouver en premier. L'âge. Oui. Parce qu'on a remarqué que le cancer de prostate se retrouve souvent chez les sujets au-delà de la cinquantaine. Ok. Mais on peut réduire cette fréquence-là, cet âge-là, autour de 45 ans, parce que, plutôt chez les sujets Oui. qui ont des antécédents familiaux. C'est héréditaire. Exactement. C'est des sujets qui ont cette hérédité. Donc, vous voyez là que l'âge est vu même à la baisse, parce que là, on a des cancers autour de 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans. Ok. Donc, il ne faut pas attendre 50 ans. Donc, en dehors de ça, un sujet, vous voyez dans votre famille, quelqu'un qui fait un cancer de prostate à moins de 55 ans, c'est un gros facteur de risque également. Donc, là, il faut réduire l'âge à 45 ans. 5 ans. Donc, nous avons le facteur âge. Le facteur race. Oui. La race noire est prédisposée à faire beaucoup de cancers de prostate, quel qu'en soit là où la personne se trouve, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, ils sont prédisposés à faire plus de cancers de prostate que les Blancs, et les Blancs aussi en font plus que les Asiatiques. Ça, c'est un constat. En dehors des deux premiers que j'ai cités, nous avons, comment on appelle ça, l'hérédité. On a vu des familles qui font des cancers de prostate. Oui. Le grand-père en a fait, le père a fait, les enfants sont en train de faire. Donc l'hérédité, et on s'est rendu compte qu'il y a des gènes qui, bon, qu'on dose. Bon. Quand on voit ce genre de trucs, il y a des tests, on pousse beaucoup plus la génétique pour avoir ces gènes et faire des prédictions familiales. En dehors de ceci, Oui. nous avons l'hormone mâle qu'on appelle la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui initie et qui fait développer la pathologie. Okay. Et on s'est rendu compte que dans les temps anciens, les rois les rois ils avaient beaucoup de femmes. Bien sûr. Et pour garder la femme du roi, il fallait qu'on te castre. On s'est rendu compte que les eunuques là, les castrés là, ne font jamais de concentration jusqu'à la vieillesse. Mais pourtant, les rois en faisaient mourir. On a réussi à faire le lien entre la testostérone et le cancer de prostate. Et d'ailleurs, cette castration a fait partie du traitement du cancer de prostate à un stade évolué de la pathologie. Ok, d'accord. Et en dehors de ça, nous avons les facteurs environnementaux. Par exemple, aux Antilles, on a découvert qu'il y a un pesticide, un élément dans le truc là qu'on appelle la chlordécone, qui est responsable du cancer de prostate. Et on a réussi à faire le lien, parce que là, eux, ils utilisaient beaucoup la chlordécone dans l'implantation de bananes. Ok. Et tous ceux qui ont travaillé dans ces plantations et qui ont eu le cancer de prostate après, c'est considéré même comme maladie professionnelle chez eux. Vous voyez, ça c'est les facteurs environnementaux. Donc, pour ne citer que cela, vous voyez que les facteurs, c'est les facteurs non modifiables. C'est-à-dire que les facteurs non modifiables, je cite par là, la testostéronémie, l'âge, l'hérédité, la race. C'est très très prédominant par rapport à ce qu'on voit comme le rapport sexuel. Vraiment, c'est des facteurs, même si ça existe, c'est très 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 infime. Vous voyez, on agit beaucoup plus sur les facteurs non modifiables. C'est très important.
Parlons des rapports sexuels. Est-ce que c'est des rapports sexuels non protégés ou comment? Alors, que ce soit protégé ou pas, ça n'a pas d'incidence sur le cancer de prostate. Oui. Alors, est-ce que le mode alimentaire constitue un facteur de risque? Le mode alimentaire, ce n'est pas un facteur de risque de cancer de prostate, mais plutôt c'est un facteur de risque d'augmentation du volume de la glande prostatique. Ok. Quand on prend par exemple, on dit de manger moins épicé par exemple, ce n'est pas parce que les épices donnent le cancer de prostate, non. Mais c'est parce que ça peut entraîner des processus inflammatoires, donc augmenter le volume de la glande. Ok. D'accord? Quand on dit de prendre moins le café, moins l'alcool et tout ça, c'est parce que ça fait augmenter le volume de la glande. Mais pas de façon, ce n'est pas incriminé que c'est source de cancer de prostate. Non. Quel symptôme peut alerter mon grand-père, mon papa à se faire consulter? Moi, j'aurais préféré que la personne vienne chez moi pour dire qu'il est en train de se faire dépister. Okay. Ça veut dire que qui dit dépister veut dire on n'attend pas les symptômes. Oui. Et on s'adresse à la masse jeune, vu la fréquence, comment on appelle ça, vu les facteurs de risque que je viens de citer. Vous venez de citer. Donc, et le patient vient généralement pour un bilan de routine. Oui. Et en faisant ce bilan, c'est-à-dire qu'en même temps, on fait le dépistage du cancer de prostate. C'est ce qu'on cherche. Oui. Parce que le cancer de prostate, lorsqu'il est, comment on appelle ça, lorsqu'on fait le diagnostic à un stade localisé, on peut le guérir. C'est l'avantage. Okay. Mais si le patient attend à présenter des symptômes avant d'arriver, vous voyez qu'il dit qu'il présente des symptômes, ce qui veut dire que la maladie a déjà évolué. Est-ce qu'il est mortel? Mais bien évidemment, le cancer est mortel. Maintenant, si je reviens par rapport aux symptômes, Oui. par rapport aux symptômes, si c'est un vieux qui est au village qui arrive, c'est bien, parce que là, le dépistage, c'est pas vraiment ça. Oui. Le patient peut venir et te dire que non, il pisse. Le patient peut présenter des symptômes qu'on appelle les pollakiuries nocturnes. C'est-à-dire qu'il se lève très fréquemment la nuit pour aller faire pipi. Ça, c'est un des signes. Ou bien, dès qu'il sent l'envie de pisser, il n'a pas le temps d'arriver aux toilettes, mais ça coule sur lui. Oui. Ça, c'est un second symptôme. Ou bien, il n'arrive pas à faire pipi. C'est-à-dire que quand il va, il pousse pour que ça sorte. Ou bien, quand les urines sortent, le jet est très faible. Des fois, cette dysurie-là est tellement à un degré truc là que le patient peut venir dans un tableau où il n'arrive même pas du tout à pisser. On est obligé de mettre un sonde urinaire pour vider. Oui. Le patient peut des fois pisser du sang. On parle d'une hématurie. Ou bien des fois, il y a certains, il va te dire qu'il éjacule avec du sang. On parle d'hémospermie. Ok. Bon, ça c'est les signes qu'on voit de façon classique. Lorsque le patient semble être un peu... Mais bien évidemment, le patient, une fois qu'il n'arrive pas à pisser, ça fait mal. Mais si le patient vient à un stade plus avancé que le stade qu'on est en train de décrire, Oui. là, il présente des métastases déjà. Et ces métastases, c'est quoi? Il peut venir dans un tableau où il est totalement démentié. Il a au niveau des membres inférieurs. Et quand on fait les bilans, on se rend compte qu'il a une insuffisance rénale obstructive. Ou bien il a un gros volume de la vessie. Une vessie qui va jusqu'à l'ombilic. On parle d'irritation chronique d'urine avec les reins qui sont totalement pris. Vous voyez? Et quand on fait les bilans, on se rend compte que le gars, il est à un stade très avancé même de sa maladie rénale. Et le patient peut venir très amaigri. Il ne peut même pas manger. Mais il voit le repas, mais il n'a pas l'appétit. Visiblement, il est très pâle. Vous voyez, ça, c'est des symptômes d'un état général qui est altéré. Ou bien le patient, il a des lombalgies. Des lombalgies, des douleurs au niveau lombaire qui descendent au niveau des pieds. On parle de lomboradiculalgie. Ça, c'est déjà des signes de métastase même de l'os, de cancer de la prostate. Ou bien des fois, le patient peut venir dans un stade où il est totalement paraplégique. C'est lié à la compression de la moelle épinière par cette, comment on appelle ça, par cette lésion métastatique. Donc, vous voyez, parce que le cancer, le cancer de prostate, c'est un cancer qui est ostéophile. Okay. Donc, il ronge l'os. Donc, il affaiblit la charpente. Et la charpente qui s'écroule. En s'écroulant, il comprime ce qu'on appelle la moelle. Et ça donne des signes neurologiques. Des fois, il n'arrive pas à contrôler les urines. Oui. Des fois, c'est les fessiers qu'il n'arrive pas à contrôler. Il ne sent pas ses membres.
Vous voyez, tout ça là, c'est les signes que présentait le patient. Vous allez parler de dépistage. En quoi consiste ce dépistage? Le dépistage, d'abord, il se fait de façon clinique et paraclinique. Sur le plan clinique, à l'examen primordial, c'est le toucher rectal. Il faut que le personnel de santé, l'urologue en l'occurrence, fasse un toucher rectal pour apprécier les anomalies sur la prostate. Ces anomalies-là qui peuvent ou bien qui vont nous impliquer, qui vont nous indiquer ce qu'on appelle la biopsie de la prostate. Et c'est seulement la biopsie et le résultat anatopathologique qui va nous dire si vraiment les cellules contenues dans cette prostate-là sont des cellules de cancer ou pas. Pour associer, on peut faire le PSA. Le PSA, c'est l'antigène spécifique de prostate, c'est un marqueur de la prostate. Mais lorsque le PSA est élevé, on pense à une maladie de prostate. Le PSA n'est pas spécifique de cancer de prostate, mais le PSA est spécifique de la prostate. Ça veut dire, lorsque le PSA est élevé, ça veut dire que la prostate est malade. Mais quelle est la maladie de la prostate? C'est ça qu'on va chercher maintenant à découvrir. Ça peut être un cancer de prostate, ça peut être un adénome de prostate, ça peut être une infection de prostate. Mais généralement, comme on sait que une cellule cancéreuse, c'est-à-dire le cancer de prostate, la cellule cancéreuse de la prostate, sécrète beaucoup plus de PSA qu'une cellule normale. Okay. Vous voyez? Et surtout quand le PSA est très élevé, on a tout de suite une idée que la probabilité pour faire un cancer est très élevée. Mais jusque-là, c'est la biopsie et l'examen en apate seul qui donnent les indices de certitude que c'est le cancer. Maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi d'autres examens d'imagerie, un peu comme l'échographie. D'accord? L'échographie qui va nous parler de la testure, surtout l'échographie endorectale, qui va nous parler de la testure, l'écostructure plutôt, l'écostructure de la glande prostatique. Et lorsqu'il s'agit d'une écostructure, d'une écostructure qui est hétérogène, on pense que c'est un peu suspect. Et actuellement, même à Dr Afia, nous avons de la microéchographie qu'on appelle l'Hexaview. Et ça fait partie de la nouveauté qui permet d'avoir d'une bonne évaluation de la prostate. Hein, la bonne texture de la prostate et qui peut nous, comment on appelle ça, qui peut permettre de localiser des nodules, en tout cas, des lésions suspectes sur la glande prostatique et ce qui peut indiquer aussi la biopsie de ces lésions-là et voir si est-ce que c'est des lésions de cancer ou bien c'est pas de cancer.